Je voudrais vraiment dire ma joie d'être de nouveau ici, parce que le dernier débat, tu en faisais référence, où j'étais venu, c'était un débat où se posait la question, est-ce qu'on le laisse fermer ou est-ce qu'on se bat? Et que le résultat de la discussion entre nous, c'était, on ne peut pas lâcher. Donc je suis très content de revenir ici. Je suis très content que notre école, parce que le cours de ce soir s'inscrit dans un cycle qui est l'école anticoloniale d'éducation populaire, donc qui est une école qu'on a mis en place depuis 3 ans et qui aborde toutes les thématiques que vous et vos enfants n'apprendront pas à l'école. Ce que l'école ne nous apprend pas et ce dont nous avons pourtant besoin de savoir, c'est-à-dire à la fois la situation de nos quartiers populaires, à la fois ceux qui nous ont précédés, ceux qui ont mené des combats dans le passé, dont on a besoin de savoir pour ne pas refaire les mêmes erreurs, pour tirer des leçons également, pour savoir d'où l'on vient. Et donc cette école, elle a pour fonction, se donne pour objectif de donner une éducation alternative et de nous faire connaître ce qu'on ne nous apprend pas à l'école. Le thème de ce soir, il n'était pas prévu, on a changé le thème par rapport à ce soir, parce qu'un grand monsieur est parti, il est décédé, qui s'appelle Samir Amin, dont vous n'entendrez jamais parler dans vos cours scolaires, vos enfants n'en entendront pas parler, et pourtant, Samir Amin est quelqu'un d'essentiel, et son héritage est également important. Donc l'objectif du cours de ce soir, c'est de rappeler qui était celui qu'un journaliste sénégalais a appelé un baobab de la pensée. Baobab, c'est les grands arbres, et cette image du baobab de la pensée, c'était tout simplement pour rendre hommage à l'ampleur de son apport. Qu'est-ce qu'il a apporté? Eh bien, c'était comparé à un baobab. Samir Amin est un économiste qui a fait ses études à Paris, qui, il vient d'Égypte, c'est un Égyptien, et depuis qu'il est en âge de comprendre, il a baigné dans les mouvements anticoloniaux, puisqu'il est né à une période où la colonisation n'était pas terminée, et donc il a baigné dans son enfance dans les mobilisations anticoloniales, en particulier en Égypte, et quand il arrive en France, naturellement, il va voir quoi? Il va voir la gauche, et il va voir le PCF en particulier, en se disant, là je vais trouver des alliés qui vont se battre avec moi contre la colonisation. Il est malheureusement vite déçu, et donc il va quitter le PCF, parce qu'il trouve que le PCF ne défend pas des positions correctes sur la question des indépendances des pays colonisés. Il va donc mener toutes ses études, je reviendrai sur son œuvre après, juste quelques mots pour vous montrer le personnage. Après ses premières publications qui vont marquer l'histoire de la pensée économique, puisqu'il va réussir à expliquer les raisons pour lesquelles la dépendance continue, la dépendance, le lien, continue après les indépendances. Qu'est-ce qui fait que malgré les indépendances, les pays du tiers-monde n'arrivent pas à s'en sortir? Qu'est-ce qui fait que les économies des pays indépendants continuent à dépendre des économies des pays européens, des anciens colonisateurs? Et donc il va, dans ses travaux économiques, montrer les mécanismes qui créent la dépendance. Et très vite, il va se faire remarquer par tous ceux qui en Afrique essayent de se libérer. Et donc il va participer, c'est sans doute celui qui a le plus participé, à toutes les expériences en Afrique d'émancipation. On le retrouve, et après je reviendrai sur ces théories, on le retrouve en Égypte au moment où Nasser décide de nationaliser le canal de Suez. Alors il faut se mettre dans la tête des nouveaux dirigeants d'un certain nombre de pays africains qui se retrouvent à la tête d'États, qui doivent prendre des décisions économiques de grande ampleur, qui ne connaissent pas la science économique. Comment nationaliser? Comment faire pour que la nationalisation ne se transforme pas en échec? Et donc Samir Amin va être le conseiller économique de Nasser pour la nationalisation. De 57 à 60, il va construire tous les plans permettant à l'Égypte de faire marcher le canal de Suez malgré le départ des Britanniques, parce que bien entendu, les Britanniques, quand ils s'en vont, ils s'arrangent pour que tout soit dans la catastrophe et que ça ne puisse pas fonctionner tout seul. Peu de temps après, on le retrouve au Mali. Au Mali, on a là aussi un grand monsieur qui s'appelle Modibo Keïta, qui décide que l'économie de son pays ne doit plus produire des choses qui servent à l'Europe, mais produire des choses qui correspondent aux besoins du peuple malien. Sauf que là aussi, comment construire une économie alors qu'on vient de sortir de la colonisation? Et là, Samir Amin va être donc le conseiller pour mettre en place toute la planification, comment planifier l'économie au Mali.
On va le retrouver en Algérie, à la même période, quand en Algérie, à l'époque de Boumedienne, se pose la question de comment faire une réforme agraire, redistribuer les terres aux paysans pauvres, comment nationaliser le pétrole, puisque la France était propriétaire du pétrole, et c'est Samir Amin qui va accompagner également ce processus-là, qui va être un des accompagnateurs de ce processus-là. On va le retrouver, j'en arrête sur ce qu'on pourrait faire une longue liste des pays et des grands hommes qu'il a accompagnés. On le retrouve en Chine, on le retrouve au Vietnam, on le retrouve au Venezuela plus récemment, on le retrouve en Bolivie. Il est le conseiller, en gros, de tous ceux qui essayent de construire autrement l'indépendance de leur pays. C'est dire la stature de l'homme. Et pourtant, il est mort il n'y a pas longtemps. Est-ce que vous en avez entendu parler dans les télés? Non. Vous avez vu ce qu'on a dit sur un Johnny Hallyday, voilà. Lui, il peut passer pendant des semaines. Samir Amin meurt, silence dans les médias. Et donc, c'est important d'avoir en tête qu'on a besoin, nous, d'avoir nos espaces de formation, nos espaces où apprendre. Alors ça, c'est sur ce qu'a fait Samir Amin en termes pratiques, accompagner un certain nombre d'expériences alternatives. En termes théoriques, son œuvre est immense. Alors je voudrais pointer un certain nombre d'apports de Samir Amin et vous conseiller, pour ceux qui le voudraient, d'aller lire ses livres, ou si vous pensez que c'est trop ardu, on peut aussi organiser des lectures collectives, on peut aussi organiser des moments où on va lire ensemble et où on peut, même si le vocabulaire est compliqué, le simplifier pour qu'on puisse tous comprendre ce que veut dire Samir Amin. Samir Amin, son premier grand apport, c'est sur l'explication de la colonisation. En gros, Samir Amin nous dit, attention, la colonisation, ce n'est pas simplement une armée qui vient envahir un autre pays. Cette armée, elle vient faire ça avec un objectif derrière, qui est en réalité ce qu'il appelle la généralisation des rapports marchands, imposer un type d'économie. La colonisation vient donc détruire les économies collectives, les économies communautaires, les économies qu'il y avait dans les pays africains, pour installer quoi? Le même système qu'ici, c'est-à-dire un système avec des capitaux, du profit, etc. Et il dit, la colonisation, c'est la généralisation des rapports marchands et capitalistes, c'est d'abord ça, et c'est parce qu'on veut généraliser les rapports marchands et capitalistes qu'on va détruire les économies agricoles, communautaires, rurales, etc. Ça a pris quelle forme? Samir Amin nous explique que ça prend la forme d'abord de casser les propriétés collectives. Dans tous les pays africains, quasiment, quand je dis l'Afrique, c'est Afrique du Nord et Afrique subsaharienne, les économies étaient collectives. La terre appartenait à la tribu. Elles appartenaient à une série de familles qui, ensemble, géraient la terre. Y compris, on retrouve tout en bas de l'Afrique, comme tout en haut de l'Afrique, le système de la réunion du collectif villageois tous les ans, tous les 2 ans, tous les 3 ans, ça dépend des pays, dans lequel on répartit la terre en fonction des enfants qui sont nés. Tu avais 3 hectares de terre, tu as eu 2 enfants, tu auras un 4e hectare. Moi, mon enfant, il a grandi, j'ai 1 hectare en moins. Et donc, il y avait une gestion collective avec une répartition régulière, etc. Bien entendu, avec une telle économie, ça n'intéresse pas les capitalistes. Il faut détruire ça si on veut du profit, etc. Et donc, il va y avoir spoliation des terres, c'est-à-dire qu'on va voler les terres et on va privatiser les terres. Ça a pris quelle forme? Samir Amin décrit dans ses ouvrages toute une série de formes que ça a pris. Pour prendre juste un exemple, en Algérie, beaucoup héritent de leur nom de famille, tout simplement parce que pour privatiser, il a fallu nommer les personnes séparément. Auparavant, il y avait la tribu des Bouamama, tout le monde s'appelait Bouamama. La tribu des Oulchir, tout le monde s'appelait Oulchir. Là, il va falloir séparer. Et donc, comment on a fait? Il y a plein de noms qui ne viennent pas de nos ancêtres. Par exemple, lui, il n'a pas de cheveux. En arabe, c'est Bourras. On va l'appeler Bourras. Et il est persuadé que son nom, il vient de... Et en fait, pourquoi on l'a appelé Bourras? On l'a appelé Bourras, pour lui dire, mais maintenant, à toi revient la moitié d'un hectare, et surtout pour qu'il puisse le vendre, ou s'il fait un délit, pour qu'on puisse le prendre. Donc il y a des lois qui sont votées, si tu fais un délit, on te confisque la terre. Donc on va privatiser les terres, et ça va permettre l'introduction de l'économie capitaliste. Donc ça, c'est le premier grand apport de Samir Amin. Le second grand apport, c'est de nous expliquer, et là-dessus, son ouvrage, il est magnifique, de nous expliquer que jusqu'en 1492, jusqu'à... Ça vous dit quelque chose, 1492?
Christophe Colomb. Voilà. L'histoire du monde est une histoire multiple. C'est-à-dire que jusqu'en 1492, l'histoire de l'Amérique n'est pas reliée à l'histoire de l'Europe. Ils font leur histoire, et s'ils font leur histoire, l'Afrique fait son histoire. Il n'y a pas de lien entre ces différentes histoires. À partir du moment où Christophe Colomb met les pieds aux Amériques, eh bien, il va y avoir une seule histoire mondiale, et qu'on ne peut plus comprendre la réalité de chacun des continents sans les relier, sans regarder ce qui les relie. Et comment il le montre? Il le montre autour de 3 phases. Première phase, nous dit-il, il démontre que le capitalisme aurait pu naître ailleurs, dans d'autres continents. Il montre même que dans certains pays d'Afrique, les rapports marchands étaient tels que ça pouvait déboucher sur le capitalisme. Sauf que ces pays-là n'ont pas été envahir d'autres pays, et donc n'ont pas eu les moyens de développer le capitalisme. Et donc il nous explique que le capitalisme est né ici, en Angleterre et en France. C'est les 2 pays dans lesquels le capitalisme est né, en Angleterre et en France. Ça naît ici. Comment? Par la destruction des civilisations amérindiennes, par le pillage de ces civilisations. C'est le pillage de cet or-là qui donne les capitaux nécessaires pour passer un seuil qualitatif et avoir suffisamment de richesse pour pouvoir enclencher l'industrialisation. Et il dit ça va se poursuivre. Donc les richesses d'ici, le développement ici, est lié à la destruction là-bas. C'est ça qu'il nous montre, c'est des vases communicants. C'est pas ici on a été intelligent et puis on a inventé un système qui crée le développement ou l'industrie. Non, c'est le pillage là-bas, la destruction à un endroit explique la richesse à un autre endroit. Et ça dès les débuts du capitalisme, 1492. Donc c'est pas le 19e siècle. Et c'est ce qu'on appelle l'accumulation primitive. L'accumulation primitive est venue de cette richesse liée à la destruction de civilisations entières. Autrement dit, l'Europe doit tout à l'Amérique, puis après à l'Afrique, puisque la seconde source de cette accumulation primitive, ça va être quoi? Ça va être l'esclavage. Parce que l'esclavage va permettre le développement en grand de fortune par le travail servile, par le travail imposé au Nord. Ça, il nous dit la destruction des civilisations amérindiennes et l'esclavage, c'est l'accumulation primitive qui va permettre le développement industriel ici en Europe. Vous comprendrez pourquoi on ne nous apprend pas ça forcément dans les écoles aujourd'hui. Oui. Le concept d'accumulation primitive, il date de Marx. Oui, mais Samir Amin reprend les thèses de Marx, bien sûr. Simplement, il les argumente à partir de chiffres, de données, etc. Mais il reprend les thèses de Marx. Seconde phase, nous dit-il. Après avoir pillé et mis en esclavage pour réunir les masses de richesses nécessaires à l'industrialisation, qu'est-ce qui fait que ça va continuer en termes d'industrialisation? Il nous dit, la seconde phase, la phase de maturité du capitalisme, ça va être la colonisation. La colonisation va permettre l'immense développement industriel du 19e et 20e siècle. La colonisation, avec le drainage des économies et des richesses des pays d'Afrique, d'Asie et d'Asie, ça va permettre toute la croissance économique du 19e et du 20e siècle. Donc, destruction des Amérindiens et esclavage, comme point de naissance, nous dit-il. Dans l'âge de maturité, la colonisation. Et il nous dit, le 3e âge, eh bien, c'est à l'époque où lui travaille, il dit, attention, nous avons cru que nous avons des indépendances, attention, le 3e âge, c'est ce qu'il appelle le néocolonialisme, c'est-à-dire qu'on va remplacer la présence militaire par des liens de dépendance économique. Et donc, d'où son travail à lui, qui est d'essayer de comprendre comment se met en place ce lien de dépendance économique. Alors lui, il est très optimiste, il appelle le néocolonialisme l'âge sénile du capitalisme. Pour lui, c'est le dernier, simplement, c'est une sénilité qui dure. Ça, c'est le second grand apport, l'explication de l'histoire des phases du capitalisme. Troisième grand apport, il va donc décortiquer les mécanismes de la dépendance. Et en particulier, il va mettre en évidence un mécanisme invisible qui est la manière dont on élabore les prix des marchandises. L'Afrique achète des marchandises à l'Europe, l'Europe achète des marchandises à l'Afrique. Comment se déterminent les prix? Et il montre que dans les prix, eh bien, il y a le pillage qui se fait de manière invisible. Comment? Eh bien, les produits de haute technologie qui sont concentrés ici, parce que c'est ici qu'il y a les moyens pour les produire, sont inévitablement des produits avec des prix élevés, et les matières premières qui sont produites en Afrique
sont inévitablement inévitablement des prix qui sont plus bas. Et donc, c'est ce qu'il appelle l'échange inégal. Il y a un échange permanent, inégal, invisible, dans les mécanismes des prix. Par conséquent, la seule manière, et donc, même s'il n'y a pas d'intervention militaire, même s'il n'y a pas de dette, même s'il n'y a rien du tout, il y a juste du commerce, eh bien, il y a pillage par l'intermédiaire des prix. Bien entendu, pour changer l'échange inégal, nous dit-il, ce qu'il appelle changer les termes de l'échange, eh bien, il faut une hausse massive du prix des matières premières. Il faut que les prix des matières premières rejoignent les prix de haute technologie. Et c'est pour cela que l'OPEP, en fait, en 1973, l'OPEP a repris les thèses de Samir Amin en disant le pétrole, on le multiplie par 4. On multiplie le prix par 4. C'est juste un mécanisme de rééquilibrage au niveau des prix. Alors, malheureusement, c'est pas... Pour faire cela, il faut des dirigeants qui aient envie de faire cela, et donc ce n'était pas le cas de tous les pays, et donc c'est pour ça que c'est un peu difficile. Dans cette explication de la dépendance, il nous explique une seconde idée. Il nous dit, en réalité, le monde est unique, et il y a une division mondiale du travail, où on impose à certains pays certaines productions, et on impose et on privilégie à d'autres pays d'autres productions. Il dit, si vous regardez de très près, vous verrez toute une série de pressions des grandes puissances pour empêcher les pays du tiers-monde de s'industrialiser. Parfois même avec un discours écologiste. On l'entend encore aujourd'hui. Quand même, ils ne vont pas détruire la forêt africaine, comme si l'industrialisation était automatiquement une destruction de la forêt. Et donc, il faut être également très prudent vis-à-vis de certains discours écologistes. On est tous pour l'écologie, mais attention, ça peut masquer l'idée que l'industrialisation et la haute technologie, c'est pour ici. Et là-bas, ils doivent continuer à avoir des mines et à produire du cacao pour que nous, on boit du cacao ici. Et donc, il y a une division du travail qui est imposée par toute une série de mécanismes qu'il appelle la division capitaliste internationale. Et elle fonctionne, nous dit-il, avec... Il nous propose deux termes pour expliquer cela. Les concepts de centre, ici, les pays industrialisés sont le centre, et la périphérie, avec des mécanismes où la périphérie, en réalité, produit pas pour les besoins de sa population, mais produit pour les besoins des pays européens. En gros, le Sénégal aurait besoin de produire du riz, mais on va produire du cacao, parce qu'ici, on consomme du cacao. Ou on va développer en Algérie uniquement le pétrole, et l'Algérie va être dépendante du pétrole, et on ne va pas développer d'autres industries qui correspondent pourtant à des besoins de la population. Et donc on a un mécanisme de... Cette division du travail, c'est pas parce qu'on ne pourrait pas industrialiser le tiers-monde, c'est tout simplement parce qu'en maintenant ces types de production différenciées, eh bien, on maintient la dépendance. Et tout le reste, nous dit-il, la dette, le Fonds monétaire international, la Banque mondiale, y compris les interventions militaires, tout le reste, c'est pour maintenir cette division entre un centre industrialisé ou un centre qui a le monopole sur les technologies de pointe ou les hautes technologies, et une périphérie qui est cantonnée dans la production soit d'aliments pour exporter ici, soit de minerais pour exporter ici. En comprenant que la conclusion de Samir Amin, c'est être indépendant, c'est pas avoir un drapeau et un hymne national. Être indépendant, c'est produire pour les besoins de sa population et non pas pour les besoins du centre. Et c'est pour cela que tous les leaders qui ont essayé de construire autre chose ont fait appel à lui. Alors, il appelle ça le développement autocentré. Donc lui, il en appelle à avoir un développement autocentré, c'est-à-dire un développement qui produit d'abord pour les besoins de la population, et ensuite, le reste, il peut l'extraire. Mais il produit d'abord pour les besoins de la population. Et donc, il est sans doute le théoricien qui a critiqué le plus finement les théories dominantes que vous apprenez en économie si vous êtes inscrit en économie internationale. Si vous êtes inscrit en économie internationale, on vous expliquera que la bonne règle, c'est que chacun doit se spécialiser dans ce qu'il sait faire. Et donc on va vous dire, nous, on sait faire la science, eux, ils savent faire le cacao. Donc chacun doit se spécialiser, c'est les théories de la division du travail, de la complémentarité, toutes les théories de la complémentarité, comme par hasard, ça va toujours dans un sens. Comme par hasard, les produits chers, les produits à haute valeur ajoutée sont toujours concentrés au centre et le reste est concentré à la périphérie. Y compris quand on a commencé à délocaliser à partir des années 80, on a délocalisé en gardant tous les produits de très haute technologie et la recherche.
C'est-à-dire on n'est pas parti installer des labos au Sénégal, on est parti installer, en gros, l'industrie textile, parce qu'il y avait des salaires moins importants, mais on n'a pas installé la haute technologie. Et donc, Samir Amin est le critique des théories de la spécialisation. Il n'y a aucun pays qui est destiné à être spécialisé dans une production plutôt que dans une autre. Bien entendu, quand on a du pétrole, on va produire du pétrole, mais rien ne dit qu'on doit produire que du pétrole. Bien entendu, si on a beaucoup de terres agricoles, on va produire des produits agricoles, mais rien ne dit qu'on doit se limiter à ça, qu'on ne doit pas produire de bateaux ou pas produire... Et donc la théorie de la spécialisation, ça enferme chacun des pays dans une dépendance. Pourquoi ça les enferme? Parce que ce qu'ils produisent, il faut le vendre. Et comme ce n'est pas produit à partir des besoins de la population, ils sont obligés de le vendre à qui? Aux pays industrialisés, et ça les maintient en dépendance. Pour ceux qui connaissent un peu l'histoire de l'Algérie, on a eu un énorme problème en Algérie dans l'héritage colonial. Parce que les colons n'ont rien trouvé de mieux en Algérie que de planter des milliers d'hectares de vignes pour faire du vin dans un pays musulman. Et à l'indépendance, l'Algérie hérite d'une production de vin énorme avec une population qui consomme pas une goutte de vin, enfin en tout cas pas autant que produit. Et il a fallu en Algérie, et d'ailleurs certains ont dit que c'était complètement irrationnel au niveau économique, il a fallu arracher toutes les vignes de vin pour produire autre chose, pour développer d'autres cultures, etc. Et donc on voit bien comment la théorie de la spécialisation enferme chacun des pays dans certaines productions qui ne correspondent pas aux besoins de leur population. L'autre élément qui permet de le voir, c'est la division entre l'extraction et les produits finis. On a la théorie de la spécialisation va dire, vous extrayez le minerai, vous nous l'envoyez, et nous, on va le travailler, on va le raffiner, jusqu'à ce qu'il soit utilisable, etc. Qu'est-ce qui fait qu'on doit envoyer du minerai jusqu'ici pour le rendre exploitable? Pour le pétrole, c'est la même chose. On disait exporter le pétrole tel qu'il est, on va le raffiner ailleurs. Et d'ailleurs, tous les pays qui ont tenté une autre expérience ont installé des raffineries quand ils étaient producteurs de pétrole, en disant qu'il n'y a aucune raison que ça soit raffiné là-bas, on va vous envoyer le pétrole raffiné, pourquoi on ne pourrait pas le faire? Et donc cette théorie de la spécialisation entre des gens qui extraient et d'autres qui les transforment en produits finis, ça fait partie de cette division du travail qui inégale. Et il nous dit, la manière de juger l'indépendance d'un pays, c'est de juger son économie. Est-elle extravertie, c'est-à-dire que concentrée sur des produits qui vont ailleurs, ou est-elle autocentrée, c'est-à-dire correspondant aux besoins de la population? Si vous regardez des pays africains encore aujourd'hui, vous avez des pays dans lesquels 90% de la production est destinée à l'exportation, 80%, 60% destinée à l'exportation. Dans le même temps où il y a une partie de la population qui ne mange pas, qui ne peut pas se nourrir, etc. Donc on a bien cette idée d'une économie qui reste massivement extravertie. Alors, ça c'est le diagnostic. Comment en sortir? Samir Amin est également celui qui est venu combattre une idée qui commençait à se développer, qui est partie d'ici de l'Europe et qui a commencé à se développer, qui s'appelle l'afropessimisme. L'afropessimisme, c'est quoi? C'est une théorie qui s'est développée pour dire, regardez, les pays africains n'arrivent toujours pas à se développer 50 ans après les indépendances. Donc arrêtez de dire que ça vient de la colonisation, arrêtez de dire que ça vient de l'Europe, puisque ça fait 50 ans et vous ne vous en sortez pas. Si ça ne vient pas des liens inégalitaires, ça vient d'où? Ça vient des Africains. Et donc il dit attention à cet afropessimisme. Cet afropessimisme, il cache quelque chose. La volonté de ne pas montrer que nos économies, encore aujourd'hui, mettent en dépendance les économies africaines. Et donc, il va combattre cela. Mais pour combattre cela, il faut expliquer les échecs. Il y a eu des échecs, il y a des gens qui ont essayé et qui n'ont pas réussi. Nasser a essayé, et pourtant, l'Égypte reste indépendante. Modibo Keïta a essayé, et pourtant l'Égypte reste dépendante. L'Algérie a essayé, et pourtant l'Algérie reste dépendante. Donc un certain nombre de pays comme ça, le Burkina Faso, un certain nombre de pays qui ont tenté de se libérer. Et là, le grand apport de Samir Amin, c'est le troisième grand apport de Samir Amin, c'est de montrer que pour bien comprendre les réussites comme les échecs, il faut prendre en compte l'état du rapport de force. Un pays seul en Afrique, comme ailleurs d'ailleurs,
aura d'énormes difficultés à se détacher du marché mondial. Parce que le rapport de force, il est trop inégal. Pour cela, il faut des regroupements régionaux qui permettent d'accumuler du rapport de force suffisant, un peu ce qu'a fait l'Allemagne d'Amérique latine. L'Allemagne d'Amérique latine, c'est quoi? C'est plusieurs pays, et encore c'est pas gagné, plusieurs pays qui décident d'avoir entre eux un autre type de commerce, ce qui leur permet de se détacher en partie, parce que c'est pas totalement réalisé, de l'économie de la dépendance. C'est ce qu'il appelle la déconnexion. Il dit qu'il faut se déconnecter du marché mondial, non pas pour s'isoler, pour après choisir de se reconnecter, mais se reconnecter avec nos propres choix, avec nos propres productions, et non pas avec l'idée que je suis spécialisé dans tel domaine ou dans tel autre domaine. Et pour cela, nous dit-il, malheureusement, il faut un rapport de force qui souvent dépasse l'échelle d'un pays, et c'est pour cela que Samir Hamid est un panafricaniste, c'est pour cela qu'il dit, en termes de rapport de force, c'est quand l'histoire aura amené plusieurs pays en même temps dans une même région à se transformer, qu'on aura accumulé le rapport de force suffisant pour pouvoir se libérer entièrement. Autrement dit, quand l'Algérie a essayé d'avoir d'autres rapports plus égalitaires avec l'Europe et les USA, s'il y avait eu en même temps le Maroc et la Tunisie, c'était jouable. Ce qui ne veut pas dire qu'un pays ne doit rien essayer, mais très souvent les expériences ont été isolées et ça explique une partie de l'échec. Ce n'est pas parce que les Africains ne savent pas faire, c'est parce que le rapport de force est tel que pour se libérer, eh bien, il faut une dimension régionale. C'est d'ailleurs pour cela qu'on assassine les leaders, parce qu'effectivement, quand on assassine un leader, on enlève le temps et l'envie de se généraliser à l'échelle d'une région. Thomas Sankara, quand on l'a assassiné, c'était tout simplement parce que son œuvre, ce qu'il faisait, a commencé à parler à tous les peuples autour, tous les autres pays, et il disait, hey, vous avez vu ce qui se passe au Burkina là? Vous avez vu comment ça se transforme? Vous avez vu les ministres, ils roulent en Renault 5 et non pas en Mercedes? Vous avez vu le président qui a diminué de moitié les salaires des ministres, etc. Et donc dans les pays autour, on avait cet exemple-là, et on avait des peuples qui disaient, mais pourquoi pas nous? Et c'est une des raisons pour lesquelles on ne laisse pas les expériences aller jusqu'au bout. C'est pas seulement parce que le Burkina menaçait individuellement l'économie capitale mondiale. Le Burkina Faso est un tout petit pays. En soi, il aurait pu continuer à s'émanciper sans que jamais ça gêne rien. Par contre, son exemple pouvait donner envie aux pays autour de faire la même chose et là créer le rapport de force qui permette une vraie déconnexion. Je compte toujours mal, hein, donc je ne sais plus combien d'apports je vous ai dit. Quatrième apport de Samir Amin, provincialiser l'Europe. Samir Amin nous dit, attention, l'histoire qu'on nous enseigne est une histoire eurocentrée. C'est une histoire qui explique l'histoire des autres à partir de l'Europe et qui plaque ces concepts propres à l'Europe, qui les plaque sur des réalités qui ne sont pas les mêmes, ce qu'il appelle l'eurocentrisme. Et il dit, bien entendu, tout ce qui vient d'Europe, il y a plein de choses qui sont justes, qui sont pertinentes, etc. Mais attention, c'est une partie, parce que c'est élaboré à partir des matériaux liés à l'Europe, et que le regard, si on se contente de mimer, de réutiliser cela sans l'appliquer aux réalités concrètes africaines, eh ben on va vers l'échec. Et donc là, il questionne toute la politique de formation que les pays industrialisés ont. Vous croyez, c'est pas par humanisme qu'on donne des bourses à des étudiants des pays africains pour venir ici. Ces étudiants, quand ils rentrent chez eux, leurs références, c'est des références européennes. S'ils n'ont pas eu la chance de croiser le Front Uni et d'avoir une école anticoloniale pour déconstruire cela, eh bien, ils se retrouvent à avoir comme référence toutes les références qui sont propres à une société industrialisée. Et c'est comme cela que vous pouvez être en Afrique et voir quelqu'un en costume cravate tenir un discours comme s'il gérait une start-up ici et venir l'appliquer tel quel. Et donc, il nous appelle donc à éviter le mimétisme, et il le fait comment? En gros, il dit, nous devons faire l'effort dans chacun des pays africains d'avoir une analyse concrète de l'économie et de l'histoire de ces pays. Et là-dessus, il a fait une œuvre immense, juste pour citer, il y a 2 livres sur le Maghreb, un livre sur l'Égypte, un sur le Mali, un sur la Guinée, un sur le Ghana, un sur la Côte d'Ivoire, un sur le Sénégal, etc. C'est-à-dire que quasiment chaque pays africain, il a pris le temps
de tenter une analyse à la fois économique et sociale. C'est quoi les classes sociales? Parce que si on vient plaquer les mêmes, ici, dans certains pays africains, c'est 95% de paysans. Venir appliquer le discours sur la classe ouvrière, c'est un peu déconnecté. Ce qui ne veut pas dire que les 5%, il ne faut pas s'en occuper, mais c'est d'abord les paysans qui vont transformer les choses. Et donc, il nous explique qu'il faut faire cet effort d'analyse concrète. Et puis, cinquième apport de Samir Amin, surtout les 15 dernières années de ses travaux, c'est l'importance qu'il accorde au combat idéologique. En gros, il s'aperçoit que, après les affrontements de la décolonisation, après la décennie 60 dans laquelle un certain nombre de leaders ont tenté une émancipation, une des choses qui explique le reflux également, c'est les campagnes idéologiques qui sont construites à partir de l'Europe et des États-Unis et qui sont ensuite universalisées par les médias, universalisées par un certain nombre d'associations, etc., d'ONG. Hein, méfiez-vous des ONG, c'est pas dans les médias on vous les présente comme grandes humanistes, etc. Les ONG, c'est aussi une manière d'éviter les combats trop radicaux. Alors, quelle idéologie il critique? Il critique d'abord ce que j'ai appelé, ce que j'ai tout à l'heure, l'eurocentrisme. L'eurocentrisme, c'est-à-dire l'explication du monde à partir de l'histoire de l'Europe. Et donc c'est ce qui va l'amener à contribuer à faire connaître l'histoire de l'Afrique avant l'esclavage. Il y a une histoire, ce n'est pas des peuples sans histoire. Ça va l'amener à contribuer, pour un certain nombre de pays, à rappeler l'histoire ancienne, très ancienne, qui montre qu'il y avait une histoire auparavant. Secondo, l'eurocentrisme, c'est une réalité d'aujourd'hui aussi. Donc il va critiquer un certain nombre de théories économiques libérales qui se mettent en œuvre. Donc ça va être la première idéologie. Seconde idéologie, le culturalisme. Cette habitude d'expliquer le comportement d'une personne ou d'un groupe, et là en l'occurrence des peuples africains, par la culture. S'ils n'y arrivent pas, c'est que leur culture, elle fait que c'est pas possible de se développer. Ça vous rappelle rien? Nicolas Sarkozy, les peuples africains ne sont pas entrés dans l'histoire. Macron, les femmes africaines, c'est parce qu'elles ne sont pas éduquées qu'elles ont beaucoup d'enfants. Le culturalisme, c'est ça, je n'explique pas les réalités par l'analyse des conditions de vie, des conditions d'hygiène, est-ce qu'il y a progression sociale ou pas progression sociale, des classes sociales, les riches, les pauvres, je n'explique pas à partir de là, ça c'est valable pour l'Europe. Ça pour l'Europe, on explique à partir de là. Faites attention les Européens, on l'explique à partir de ça pour l'instant. Mais on voit bien qu'on a tendance à appliquer à l'intérieur d'ici la même grille. Et on commence à avoir des théories sur, oui, les pauvres, ils ont une culture qui, c'est de leur faute, etc. Donc on pensait jusqu'à présent que c'était pour l'Afrique. En réalité, les mêmes mécanismes idéologiques commencent à arriver. Et en plus, ça peut être facilement intériorisé. Parce que les couches moyennes intériorisent assez vite ces dimensions-là parce que ça permet de faire l'économie de la critique du système. Donc on va dire, regardez, la pollution, oui, dernier exemple, la pollution. Ça vient, bien entendu, pas de la manière dont on cherche le profit à tout prix, on nous dira. On nous dira, ça vient du fait que tu n'as pas trié tes déchets. Donc c'est bien un problème de culture, c'est pas un problème d'industrie, c'est pas les règles liées à l'industrie, c'est toi qui as mal, donc on va renvoyer à la culture des personnes. Donc le culturalisme, c'est vraiment quelque chose qui empêche de critiquer la dimension systémique, la dimension du système social, du système économique, des profits, etc., pour renvoyer à l'individu ou à sa culture la responsabilité des situations. Ça s'est un peu calmé, mais pendant longtemps, à chaque fois que j'avais une conférence sur le Maghreb, par exemple, il y avait toujours quelqu'un qui prenait la parole pour dire « Oui, mais il y a un proverbe qui dit « Les Arabes se sont entendus pour ne pas s'entendre ». Donc dans la culture arabe, il y aurait quelque chose qui les amène à ne pas s'entendre. Plutôt que d'essayer de comprendre pourquoi il y a division, oui, il y a division parce qu'il y a des stratégies, parce qu'il y a des profits, parce qu'il y a du pétrole, parce qu'on ne va pas expliquer à partir de la base économique et matérielle, mais à partir d'une soi-disant culture arabe qui amènerait les Arabes à ne pas s'entendre. On va expliquer les guerres en Afrique, tout ça c'est des exemples de culturalisme. En Afrique, les guerres seraient liées à l'ethnisme. Les Africains se réveilleraient un matin en disant « Tiens, moi je suis un Hutu, j'aime pas les Tutsis, et je vais aller les tuer. »
sans regarder la répartition des terres, les politiques économiques mises en place, etc. Et ça, si vous regardez bien, ça passe comme du lait dans les médias. Et le Français moyen, il est persuadé qu'en Afrique, ça s'entretue à cause de l'ethnie, à cause de la religion. Par exemple, en Centrafrique, on nous a dit les musulmans et les chrétiens ne s'entendent pas. Ils se sont entretués pour ça. Enfin, dans la même famille, il y a des musulmans et des chrétiens. Le frère est musulman, l'autre frère est chrétien. Et ça, depuis des dizaines d'années. Et ça n'avait pas provoqué de guerre. Et d'un seul coup, ça provoque des guerres aujourd'hui. C'est que ça ne vient pas de la religion. La religion, c'est ce qu'on veut mettre en avant. En réalité, en Afrique comme ailleurs, les conflits naissent d'intérêts économiques. Et donc, Samir Amin a été celui qui a contribué à mettre en évidence ce que c'est le culturalisme. Il y a un de ces livres que je voudrais vous conseiller, qui s'appelle tout simplement « Critique de l'eurocentrisme et critique du culturalisme », où il montre comment on nous a menti dans nos cours d'histoire, comment l'histoire qu'on nous a appris est une histoire qui est une histoire partielle, une histoire à partir de l'Europe, ce que montrent d'ailleurs les cartes. Regardez les anciennes cartes, vous verrez, si vous regardez une carte telle que les Chinois l'ont élaborée, et une carte telle que l'Europe l'a élaborée, ben les continents n'ont pas la même taille. Vous avez vu la taille du continent africain, y compris sur les cartes d'aujourd'hui, c'est un des continents les plus grands. Regardez sa taille, etc. Et vous voyez qu'il n'apparaît pas comme le plus grand. La petite Europe, elle apparaît presque aussi grande que l'Afrique. Et donc on voit bien que les images, les cartes, ce qu'on nous a mis comme référence, il ne faut pas le considérer comme faux, mais il ne faut pas le considérer comme vrai. C'est-à-dire que c'est un regard provincial d'une province sur l'Europe. Si on le regarde d'ailleurs, on va avoir d'autres regards. Ce qui est extrêmement intéressant, c'est qu'on commence à avoir toute une série de travaux maintenant où il y a un livre qui est sorti avec la publication des cartes telles qu'élaborées par les Arabes, telles qu'élaborées par les géographes chinois, telles qu'élaborées, et on ne parle pas de tous les continents y sont, mais pas avec la même taille, pas avec les mêmes. Et donc on voit bien que les histoires sont partielles et qu'il faut faire extrêmement attention à l'eurocentrisme qui fait le choix d'un certain type d'histoire. Samir Amin va également être celui qui va critiquer, qui va nous aider à comprendre les conséquences de la disparition des pays de l'Est. Avant, jusqu'aux années 90, vous aviez le monde avec les pays de l'Ouest, les pays de l'Est qui s'affrontaient. C'est la guerre froide, ce qui était appelé la guerre froide. On pense ce qu'on veut de cette période-là, mais Samir Amin, ce qui l'intéresse, c'est quand ça disparaît, c'est quoi les conséquences? Et je crois que si on l'avait un peu plus écouté, on ne serait pas surpris. Parce que beaucoup de gens restent surpris de ce qui est en train d'arriver aujourd'hui. Samir Amin a été le premier à annoncer le séisme qui allait naître de cette disparition, parce que, nous dit-il, auparavant, les grands pays qui ont colonisé, les grands pays dominants, les USA, l'Europe, le Japon, etc., étaient contraints de réfréner leur concurrence. Donc ils étaient en concurrence, chacun voulait avoir la part du gâteau la plus grande, mais de réfréner leur concurrence parce qu'ils étaient unis face à l'Union soviétique et aux pays de l'Est. Quand disparaissent les pays de l'Est, eh bien, les loups redeviennent des loups. Ils ne se réfrènent plus. C'est chacun pour soi. Et donc on a aujourd'hui une confrontation entre chacun des grands pays pour pouvoir récupérer le maximum de minerais, le maximum de matières premières, etc. Et ils ne se font pas de cadeaux entre eux. Il y a toute une série de guerres en Afrique qui ne peuvent pas se comprendre si on ne regarde pas comment les USA veulent damer le pion à la France sur certains pays qui étaient dominés par la France, et comment la France tente de damer le pion aux USA sur certains pays qui étaient sous domination états-unienne. Et donc on a une série de guerres qui sont incompréhensibles si on ne prend pas en compte cette dimension-là. Et donc il nous dit, attention, on va avoir la multiplication des causes de guerre, parce qu'il y a la concurrence effrénée entre tous ces pays. Et il nous dit, et la seconde cause, c'est qu'on a également de nouveaux pays qui émergent, la Chine, le Brésil, l'Afrique du Sud, qui sont des pays qui ont un certain développement industriel, ce qu'on appelle des pays émergents, qui, eux, ont besoin pour se développer de faire du commerce. Et que les grands pays industrialisés, s'ils veulent ne pas perdre dans la concurrence économique, eh bien, essayent de freiner les accords que les pays africains passent avec la Chine, avec le Brésil, avec l'Afrique du Sud, avec la Russie,
avec un certain nombre de pays qui, eux, ont intérêt à développer ce commerce-là. Donc il va être celui qui alerte sur les dangers de guerre. Très franchement, quand on regarde depuis qu'il a écrit ça, on a eu la Somalie, l'Irak, la Syrie, l'Afghanistan, enfin, vous pouvez faire la liste, le Mali, la Centrafrique, etc. On a toute une série de guerres qui ne peuvent pas se comprendre sans prendre en compte ces contradictions, ces concurrences entre grandes puissances. Dans cette après-guerre froide, nous dit-il, il y a également la volonté de maintenir à tout prix la dépendance vis-à-vis des pays africains et des pays du Moyen-Orient. Et pour cela, on ne va pas hésiter à balkaniser. Alors qu'est-ce que c'est que balkaniser? C'est prendre un pays et le couper en morceaux. Pourquoi le couper en morceaux? Parce que dominer des petits pays, c'est plus simple que de dominer un pays qui est plus important et qui pourrait s'autosuffire. Depuis qu'il a alerté là-dessus, on a pour la première fois depuis les indépendances un pays qui est officiellement coupé en deux, le Soudan. Maintenant il y a le Soudan du Nord, le Soudan du Sud. Vous avez tous entendu Bernard-Henri Lévy, heureusement, ils ne sont pas passés à l'acte. Mais attention en disant, l'Algérie, il y a 3 pays en Algérie, il faut couper en 3. La Somalie, officiellement ça reste un seul pays, mais en réalité c'est un tel chaos qu'il y a plusieurs régions qui sont quasiment indépendantes. Bref, les guerres en Afrique, nous dit Samir Amin, vont balkaniser au maximum pour pouvoir maintenir la domination. Et il nous dit, dans ce processus-là, l'utilisation de causes justes, c'est-à-dire qu'on va s'appuyer sur des revendications qui sont justes pour les détourner. C'est-à-dire qu'on va utiliser un peuple qui revendique de parler sa langue pour lui dire mais prends ton indépendance, alors qu'il ne demandait que sa langue. On va, nous dit-il également, on va utiliser la religion. Et donc Samir Amin affirme qu'effectivement, le soutien à certains groupes terroristes est en fait un soutien qui vient de grandes puissances. Parce que ça aide à déstabiliser des pays. Et que c'est pas parce qu'ils se présentent avec un langage musulman que ça a à voir avec la religion. Ça n'a rien à voir avec la religion. C'est des outils permettant de déstabiliser des États, déstabiliser des nations pour justifier soit le changement de gouvernement, soit la balkanisation. Il a écrit un ouvrage qui s'appelle « L'ethnie à l'assaut des nations », dans lequel il traite de cette instrumentalisation de causes justes pour les détourner à des fins qui sont des fins de destruction. Il a également écrit un autre livre qui s'appelle « L'Empire du chaos », qui montre en quoi, pour maintenir leur domination, ils sont prêts au chaos. Ils préfèrent une Syrie, bon, la Syrie c'est pas le bon exemple parce qu'ils n'ont pas réussi en Syrie, mais Yougoslavie. Ouais, mais je voulais dire sur le... Voilà, ils préfèrent une Libye complètement détruite, mais avec lesquelles ils continuent à acheter du gaz et du pétrole libyen, directement avec les seigneurs de guerre, avec chacun des chefs locaux, etc. Ils préfèrent ça à une Libye qui nationaliserait son pétrole. Et le commerce n'a jamais arrêté avec la Libye. Mais c'est pas avec l'État libyen, c'est avec des morceaux. Et donc, écarteler le chaos ne veut pas dire qu'il n'y a pas exploitation du pétrole. Dernier grand apport de Samir Amin, l'antimondialisme. L'explication que le discours de la mondialisation, qui se présente comme un universalisme, qui se présente comme regardez, on a dépassé les frontières, maintenant on est un seul monde, etc., est une idéologie pour justifier l'ingérence. Et que le remplacement dans le vocabulaire du terme international par le terme mondial n'est pas neutre. International, c'est des nations entre elles qui passent des contrats. On va décider un échange international. Chacune des nations reste souveraine et on développe les échanges, on développe les cultures, on développe etc. Mondial, on fait comme s'il n'y avait plus de souveraineté nationale. Il y a l'idée qu'il y a des choses qui s'imposent, qui le définissent. Il nous dit c'est les dominants qui le définissent et qui après vont l'imposer. Et donc il dit, les mots sont importants. Le terme de dire on est pour un internationalisme, donc le soutien
aux luttes ailleurs, c'est pas la même chose que de dire on est pour un mondialisme. Le mondialisme fait fi de l'existence d'États et de nations et fait comme si on pouvait les faire disparaître. Sauf que si vous faites disparaître les États et les nations, ben le centre dominant, c'est ceux qui ont le pouvoir économique. Et si demain, comme au Burkina, si demain il y a un État, enfin si demain un peuple veut se libérer, ça passera par la prise du pouvoir et donc par un État et une nation. Et on va venir lui dire, t'as pas le droit, pas de souveraineté, c'est la mondialisation, on est tous... Donc il faut faire extrêmement attention au vocabulaire, et il nous dit le mondialisme a été inventé pour éviter les ruptures avec le marché capitaliste mondial. Et donc il nous appelle à revenir au vocabulaire sur les nations. Il y a des nations souveraines, elles doivent être égales entre elles, et en étant égales entre elles, elles vont développer leur commerce, leurs échanges culturels, leur coopération scientifique, etc. Et donc il demande à ce qu'on abandonne ce terme de mondial, qui pour lui ne veut rien dire. C'est un faux universalisme. C'est un universalisme qui est imposé par les dominants. Alors, si on prend en compte tous ces travaux de Samir Amin, c'est près d'une cinquantaine d'ouvrages, dont certains ont été des repères dans la science économique. Des générations de militants ont appris l'anti-impérialisme par la lecture de Samir Amin, ont appris la compréhension de ce qu'est le franc CFA, la compréhension de ce que c'est la dette, la compréhension au travers des lectures de Samir Amin. Il faut qu'on se pose la question, il faut vraiment s'interroger sur le silence qu'il y a sur une telle figure. On ne peut pas dire qu'il était méconnu. Bon, moi, à mon époque, quand j'étais à la fac, on apprenait encore Samir Amin. Aujourd'hui, on ne l'apprend plus en économie. Et donc, si, on l'apprend encore où? Dans le tiers-monde. Vous voulez avoir un cours sur Samir Amin, voilà, vous allez en Bolivie, vous avez un cours sur Samir Amin, vous allez au Sénégal, parce qu'il était installé au Sénégal, il s'occupait d'un certain nombre d'écoles là-bas, enfin d'universités. Dans ces pays-là, on continue à apprendre Samir Amin. Ici, on n'apprend plus. Et quand je dis dans ces pays-là, c'est bien entendu pas tous les pays, c'est un certain nombre de pays. Et donc le silence sur quelqu'un comme Samir Amin, il est significatif des mécanismes de dépendance. Nous apprendre une certaine économie et pas une autre. Nous apprendre un certain courant et pas un autre. Mettre en évidence certains héros et pas d'autres. Et on a vraiment besoin de se réapproprier toutes ces figures qu'on n'apprend pas à l'école. C'est tout l'objectif de notre école ici. Là, aujourd'hui, c'est Samir Amin. À d'autres moments, on a découvert Angela Davis. Dans d'autres cours, on a découvert le mouvement des Black Panthers. On a découvert les luttes de l'immigration. On a toute une série de thèmes qu'on n'apprend pas dans nos écoles et qu'on a besoin, quand on habite un quartier populaire et qu'on veut vraiment que cette parole-là soit entendue, on a besoin de connaître. Voilà ce que je voulais vous dire sur cette question. Voilà, s'il y a des choses pas comprises, des questions, des interventions, n'hésitez pas. Oui ?